Bonjour, bienvenue sur le podcast Open Mic. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2026. Nous venons d'apprendre ces derniers jours que la France est donc officiellement en récession et que le budget de l'État est en déficit lourd à plus de 6%, ce qui constitue à la fois une surprise pour beaucoup, mais également une réalité difficile à entendre pour certains spécialistes. Et donc pour aborder cette question et pour comprendre pourquoi personne ne fait rien, nous avons choisi de recevoir aujourd'hui le seul ministre qui a essayé de diminuer les dépenses publiques pour éviter cette situation et faire en sorte que l'économie française puisse se sauver. Bonjour Guillaume Casbarian. Bonjour Mickaël. Alors avant de revenir sur l'aventure ministérielle et peut-être expliquer un peu et nous permettre de comprendre comment nous en sommes arrivés là et pourquoi rien ne change, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment se déroule votre entrée en politique, puisque vous n'étiez pas élu Tout à fait. local au début? Non, moi c'est vrai que j'ai pas un parcours politique classique. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de la Popol depuis toujours. Moi j'ai fait des études économiques et commerciales, j'ai fait l'ESSEC et ensuite j'ai travaillé 8 ans dans le privé. D'abord dans un cabinet anglo-saxon qui s'appelait Monitor Group et ensuite un cabinet français qui s'appelle toujours PMP Conseil. Et donc j'ai travaillé 8 ans à faire des missions de conseil en stratégie pour des entreprises qui avaient besoin de développer leur force commerciale, transformer leur marketing, se digitaliser, faire des choix stratégiques d'investissement ou de développement international, bref, dans le privé. Et j'ai gagné ma vie donc dans le privé, avec de l'argent privé. Et donc j'imagine que j'ai pas fait trop mal mon job parce que sinon j'aurais pas fait 8 ans dans le conseil. Voilà. Et puis il se trouve qu'ensuite je me suis engagé en 2016 en tant que militant à l'époque pour Emmanuel Macron, qui venait de sortir de Bercy et qui était en train de créer sa propre formation politique. Et moi, j'avais bien apprécié chez l'homme à Bercy la loi Macron avec tout ce qu'elle comportait de dérégulation, de libéralisation d'un certain nombre de secteurs qui étaient sclérosés, qui étaient interdits à de nouveaux entrants. Et je me disais, tiens, c'est la première fois qu'on a un ministre qui ose s'attaquer à des rentes de situation, ose favoriser des nouveaux entrants et essaye de secouer le système par rapport à un establishment qui jusqu'à présent était très conservateur et voulait préserver les avantages acquis des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'en fait, à travers des potes de promo que j'avais à l'ESSEC, je suis rentré en contact avec lui et avec ses équipes et que j'ai commencé mon acte militant, d'abord de façon très bénévole le soir et le week-end en rentrant du travail. Et puis ensuite, en m'y consacrant beaucoup plus, en prenant tous mes congés, en prenant un congé sans solde et ensuite en me présentant aux élections législatives en 2017. Donc je ne suis pas arrivé en politique en me disant j'ai un plan de carrière, je suis élu local, je deviens maire, etc. Je l'ai fait vraiment sur un projet national, présidentiel, par adhésion idéologique à un projet qui, à l'époque, était, je le crois, inspiré par du libéralisme, en tout cas une volonté de libéraliser des secteurs économiques qui en avaient bien besoin. Voilà comment s'est faite l'entrée en politique. Et après, du coup, donc tu deviens député et tu choisis En d'être 2017, oui, tout à fait. plutôt sur la commission des affaires économiques, je Tout à crois. fait. Pendant 5 ans, donc la commission des affaires économiques, où on travaille sur l'agriculture, sur le logement, sur l'énergie, sur les PME, sur les ETI et sur toutes les questions économiques en général. Donc j'y travaille pendant 5 ans. Ensuite, je suis réélu en 2022. Et à ce moment-là, je préside la commission des affaires économiques. Donc je deviens président de cette commission permanente de l'Assemblée. Et ensuite, en 2024, je suis nommé au gouvernement par Gabriel Attal, ministre du Logement. Et ensuite, post-dissolution, je suis réélu et je suis nommé par Michel Barnier à la fonction publique et à la simplification administrative. Et ensuite, je suis débarqué par Bayrou et je retourne à l'Assemblée nationale fin 2024. Donc en gros, j'ai fait 11 mois d'expérience ministérielle, 6 mois, 6 mois pleins au logement, et 3 mois à la fonction publique, et puis il y avait l'intervalle de la dissolution. Bref, j'ai presque fait un an. Et depuis, je suis de retour à l'Assemblée nationale et j'ai toujours essayé de porter des lois qui permettent de faire des économies, permettent de libéraliser des secteurs, permettent de simplifier les choses. J'ai travaillé beaucoup sur les squats, la question de la propriété privée, où j'ai porté une loi qui permet d'alourdir les sanctions et d'expulser plus rapidement les squatteurs. Ça m'a valu des torrents de boue de la gauche et de l'extrême gauche, mais j'assume cette loi. Lors des budgets, j'ai toujours porté des amendements qui permettent de baisser la dépense publique parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement aujourd'hui et que si on veut redonner du pouvoir d'achat aux gens, si on veut leur permettre de vivre de leur travail, si on veut rapprocher le net du brut, il n'y a pas d'autre choix que de faire des économies de dépenses publiques. Et si on ne fait pas ça, la promesse de mieux vivre de son travail, je crois qu'elle se réalisera jamais. Et donc je pense que c'est un enjeu, et on va peut-être en parler, puisque tu parlais de la question du déficit et de la dérive des comptes publics. Mais ça doit être un enjeu prioritaire des années qui viennent, sinon je crois qu'on ait de sérieux problèmes à rendre notre pays attractif.
Et du coup, comment tu es devenu libéral? Est-ce que ça a été très tôt un intérêt en lisant l'économie, en t'intéressant à tout ce qui se passait dans le monde, en comprenant le fonctionnement de l'économie? Est-ce que ça a été graduel? Est-ce qu'il y a eu des livres ou des expériences qui t'ont éclairé Alors, là-dessus? j'arrive pas vraiment à le dater. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours été très indépendant d'esprit, y compris vis-à-vis de certains profs d'éco qui, quand j'étais au lycée, étaient, pardon, mais très syndicalisés, très gauchisés, et n'étaient pas du tout des adeptes de Hayek ou de tous les auteurs libéraux, mais voilà, qui étaient beaucoup plus qui étaient marxistes, trotskistes, etc. Et donc, j'ai toujours eu un rejet de cette idéologie-là qui a toujours été fort. J'ai aussi beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vécu 3 ans au Kenya dans un univers anglo-saxon, ce qui m'a permis de voir aussi quelle était un petit peu la culture anglo-saxonne et ce que pouvait donner une économie libérale. J'ai aussi pas mal voyagé dans des pays qui étaient parfois libéraux, parfois très anti-libéraux. J'ai été au Venezuela quelques semaines à l'époque où Chavez était là, et donc on était sur la partie finissante de Chavez, et j'ai vu aussi tout ce que le communisme apportait de mal. Voilà, je suis aussi d'origine arménienne, donc je sais quel est l'impact du communisme dans certains pays et ce qu'elle peut donner en termes de culture, les traces qu'elle peut laisser, et toutes les horreurs qui sont associées d'ailleurs à cette idéologie-là. Donc je pense que j'ai une réaction très forte vis-à-vis du socialisme, du collectivisme, du communisme, dans tous les pays que j'ai pu visiter, et de par ma culture aussi arménienne d'origine. Et puis, à l'inverse, j'ai une appétence pour une culture anglo-saxonne qui met la liberté individuelle, la responsabilité, le respect de la propriété privée au cœur de sa philosophie quotidienne. Donc ça, voilà, je pourrais pas vraiment le dater, mais voilà, je pense que je l'ai toujours été. Et j'ai toujours essayé d'être en adéquation avec cette pensée philosophique qui est une longue tradition française. D'ailleurs, je parlais d'esprit anglo-saxon, mais en réalité, le libéralisme est une tradition française. Quand on relit Montesquieu, la séparation des pouvoirs, quand on regarde ce que disait Tocqueville, qui admirait les États-Unis et qui avait bien analysé cette société, quand on Bastia. regarde Bastia, bien sûr, qui est un des fondateurs du libéralisme à la française et qui a d'ailleurs siégé à l'Assemblée nationale et siégé à gauche de l'hémicycle. Mais c'est toujours intéressant de regarder voilà, les auteurs libéraux français, et Dieu sait qu'il y en a. Et bien sûr, de façon beaucoup plus contemporaine, des hommes politiques tels que Madelin, par exemple, qui a beaucoup fait pour porter les valeurs libérales dans le débat politique. Donc ouais, je m'inscris dans cette tradition française, j'allais dire, d'amour de la liberté, qui est, je le rappelle, la première valeur de notre devise. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un parti qui est très centré sur la question de la liberté, le Parti de la liberté, et qui défend la liberté à tous les étages, sur tous les sujets, économiques, sociétaux, politiques, philosophiques, et qui part de la confiance dans l'individu. Voilà, c'est vraiment le moteur, ce qui fait que je me lève tous les jours, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut restituer du pouvoir aux gens, comment est-ce qu'on peut retrouver de la confiance vis-à-vis des individus, comment est-ce qu'on peut arrêter de les emmerder, et comment est-ce qu'on peut les libérer de toutes les contraintes qui pèsent sur leurs décisions individuelles, et qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes. Et tant que ça n'empiète pas sur la liberté du voisin, eh bien, je ne vois pas pourquoi une force politique arbitraire, autoritaire, viendrait les empêcher de réaliser ce qu'ils veulent faire de leur vie. Voilà. Et justement, qu'on est un libéral à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, On n'est pas très nombreux. c'est 8 dernières années, 9 dernières années. On n'est pas très nombreux, et en même temps, on doit être un peu, alors je ne sais pas si c'est seul croyant en terre païenne ou l'inverse, mais on voit passer quand même beaucoup de choses, et tu as été souvent attaqué, mais tu as aussi porté un certain nombre de propositions. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus et nous partager les principaux combats que tu as menés, parfois avec succès, parfois avec moins de succès, parfois très médiatisés. Je pense notamment sur la séquence Doge avec Elon Musk, etc. Moqué, mais voilà, en tout cas, on ne peut pas te reprocher de ne pas avoir été toujours dans ton rôle et d'avoir essayé de faire bouger les choses. Moi, j'ai essayé, en tout cas, depuis le début, de porter cette idéologie-là. Je l'ai portée à travers une loi de simplification qui s'appelait la loi ASAP, dans laquelle je me suis beaucoup investi pour simplifier beaucoup de procédures administratives, y compris déjà à l'époque la question des occupations illicites de logements. Je l'ai porté à travers la loi Pacte, qui a, en tant que député où j'étais vigoureux sur le sujet, à la fois sur la préservation de nos intérêts stratégiques, mais aussi sur le développement du PER. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on ait 13 millions de Français qui ont ouvert un PER. Je trouve que le PER, il a été inventé en 2019. À travers la loi Pacte, et je suis très heureux d'avoir contribué à cette loi avec beaucoup d'autres à l'époque dans la majorité. Tu peux expliquer un petit peu justement l'intérêt de... Le PER, c'est un plan épargne retraite
Et c'est donc une enveloppe dans laquelle vous mettez de l'argent que vous allez toucher une fois que vous serez à la retraite. Alors, il y a quelques cas de déblocage anticipés, comme le fait d'acheter sa résidence principale. Mais la logique, c'est de se dire, je mets de l'argent tout au long de ma vie, dont je bénéficierai à ma retraite en tant que rente ou en tant que capital, voilà, qu'on me reversera à ce moment-là quand je prendrai ma retraite. Et pendant toute cette période-là, tout ce que je mets sur ce compte va travailler en étant investi sur des entreprises. Alors, ça peut être des actions, ça peut être aussi des ETF, c'est-à-dire des indicateurs qui agglomèrent plusieurs actions. Mais en gros, je deviens propriétaire d'une part de capital et je vais bénéficier de ce grand capital que la gauche dénonce du matin au soir. Et bien, plutôt que de le regarder de façon passive, je vais prendre une part de capital, une part de cette boîte. Et il se trouve que chaque année, je vais bénéficier des dividendes, je vais bénéficier de la croissance, je vais bénéficier de la hausse de la valeur de l'action. Et tout ça va créer énormément de valeur, ce qu'on appelle le rendement. Et ce qui fait qu'à la fin, ce que j'avais mis petit à petit, mois après mois, sur mon compte, sur ce PER, sur ce plan épargne retraite, eh bien, ça va faire une énorme masse d'argent une fois que je pourrai partir à la retraite. C'est tout ça l'intérêt de la capitalisation, c'est que c'est son propre argent qui est investi, c'est que cet argent, il travaille, et c'est que ça me permet de préparer une retraite sans dépendre des autres. Ça ne dépendra pas de la démographie, ça ne dépendra pas du nombre de bébés, ça ne dépendra pas du nombre de personnes âgées. Ça dépend de moi-même, de ce que je mets sur ce compte, et de la performance, bien sûr, des entreprises sur lesquelles je choisis d'investir, et qui ensuite ont un rendement, mais de toute façon sur le long terme, le rendement en bourse est systématiquement beaucoup plus important que le rendement par répartition. Et voilà. Et donc c'est ça le principe même de la capitalisation qu'il faut absolument développer parce que nous sommes dans un système où il y a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de naissances, et tout notre système social, et notamment les retraites, sont fondés sur la démographie et sur une sorte de transaction générationnelle où les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Et ça ne va pas parce que plus vous avez de retraités et moins vous avez d'actifs, plus le système est déficitaire et déséquilibré. Et ça pose problème parce qu'aujourd'hui, quand les gens vous disent où partent mes impôts, il se trouve qu'un quart de ce qui vous est prélevé part dans le financement des retraites. C'est la première dépense en réalité. Le premier prélèvement, c'est les retraites. Donc quand les gens vous disent qu'il faut réduire la dépense publique, mais qu'ils décident de ne pas vous dire la vérité sur le système de retraite, ils mentent. Quand ils vous disent on va faire en sorte que le net se rapproche du brut, mais qu'ils ne veulent pas toucher aux retraites, ils mentent. Quand ils expliquent que la répartition est un système parfait, qui marche très bien et qui sera pérenne à l'avenir, ils mentent. Et quand ils expliquent que la capitalisation, c'est pas bien, c'est pas la bonne solution, là aussi ils mentent parce que partout dans tous les pays qui ont testé la capitalisation, les gens voient bien l'intérêt du truc et investissent dessus. D'ailleurs, les Français le voient même, puisque depuis 2019 qu'on a créé le PER, il y a 13 millions de Français qui ont décidé d'en ouvrir un. Donc il n'y a pas que les riches, il y a des Français de toutes catégories socio-professionnelles qui décident petit à petit d'investir et de bénéficier de ce rendement en se disant de toute façon, je ne vais pas attendre de compter sur une répartition parce que je vois bien que le système va dans le mur. Et donc je décide dès maintenant, dès le début de ma vie active, de me constituer ma propre épargne, mon propre capital, et ensuite de pouvoir en bénéficier quand je serai à la retraite. C'est ça tous les sens de ce que je porte dans la réforme des retraites, c'est-à-dire le fait de ne pas dépendre de la répartition, et que demain, chacun puisse cotiser et préparer ses vieux jours librement, en investissant sur du capital et en bénéficiant d'un rendement largement supérieur à la répartition, qui nous sort de cette énorme erreur qu'a été la répartition. Parce que la répartition a été fondée à une époque où on ne s'est pas préoccupé de la démographie, où on s'est dit, voilà, il y aura toujours le même nombre de personnes âgées, le même nombre de jeunes, et ça continuera indéfiniment. C'est faux. Et on a même eu une période dans l'histoire qui a été dramatique à mon sens, ça a été les années 80 avec Mitterrand, qui a décidé de mettre carrément la retraite à 60 ans, et qui a accru encore plus le déséquilibre démographique et le trou dans le régime des retraites. Donc vous voyez, voilà, c'est le résultat de l'histoire. Moi, c'est pas moi qui ai choisi à l'époque le système par répartition. Franchement, si à l'époque, si j'étais né et que j'avais pu dire mon mot, j'aurais dit franchement, foutez-moi la paix avec la répartition, laissez-moi capitaliser et laissez-moi préparer ma propre retraite. Mais c'est comme ça, on est aussi le fruit d'une histoire et on a hérité de ce système-là. Maintenant, il faut absolument le révolutionner, le changer et aller vers un système par capitalisation qui est beaucoup plus juste, qui permet à tout le monde de vivre de façon beaucoup plus prospère et qui permet de ne pas dépendre des autres et de ne pas faire peser à ses enfants et petits-enfants le poids de sa propre retraite. Voilà un peu l'esprit global sur le PER et la répartition. Toujours et la capitalisation, parce que du coup, c'est ça le sujet, quoi. Toujours là-dessus, avant de revenir à tes autres combats, en fait, c'est très intéressant parce que ça souligne que ce qui est généralement dans l'opinion publique de la cotisation, en fait, c'est un mensonge, c'est un schéma de Ponzi. La cotisation, on pense que ce serait ça, c'est le PER. Chacun, on met de l'argent de côté, et puis quand on est plus âgé, on récupère un petit peu les fruits de ce qu'on a mis de côté. Les gens ont été entretenus dans un gigantesque mensonge. Beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, quand on parle des retraites, disent « Mais attendez, moi j'ai cotisé, donc j'ai droit ». Et en fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à l'époque où ils ont cotisé, ils n'ont pas cotisé pour eux-mêmes. Ils ont cotisé à l'époque pour leurs parents et pour leurs grands-parents. Et qu'aujourd'hui, qui paye les retraites actuelles ?
ce sont les jeunes, ce sont ceux qui rentrent sur le marché du travail, ce sont les actifs, ce sont les travailleurs, ce sont les salariés, ce sont les ouvriers. C'est toutes ces personnes qui payent des cotisations pour financer les retraités actuels. Et qui, dans ce système-là, est censé payer les retraites de demain? Eh bien, les enfants et les petits-enfants des salariés actuels. Et donc, vous voyez bien que c'est une pyramide de Ponzi, puisqu'on se repose systématiquement sur l'autre. On n'est jamais responsable de sa propre retraite. On compte sur la génération suivante et les générations d'après pour financer sa propre retraite. Alors ça marche quand on a une pyramide des âges qui est hyper linéaire et où, en gros, il y a autant de personnes âgées que de jeunes. Mais le jour où vous avez de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes, tout ça s'effondre et la pyramide est exposée au grand jour. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a des personnes âgées qui se rendent compte que le système ne tient pas debout, et voilà, certaines même qui ne veulent pas faire peser à leurs enfants et petits-enfants le poids de leur propre retraite, en disant je me sens mal de faire peser sur mes enfants et petits-enfants le poids de ces retraites. On a des actifs qui disent je suis victime du truc, donc je paye à la fois pour la retraite de mes parents et de mes grands-parents, et en plus je suis en train d'essayer de cotiser de mon côté, en tout cas de capitaliser de mon côté pour me constituer une retraite, parce que je sais qu'à l'âge de la retraite, j'aurai pas la même chose que mes parents et grands-parents. Et on a des jeunes qui sont en train de naître et qui vont bientôt arriver sur le marché du travail et qui vont être hyper peu nombreux, enfin qui vont être très peu, et dont on sait pertinemment qu'ils ne seront pas assez nombreux pour financer la masse de personnes âgées qui vont arriver à la retraite. Et c'est exactement ce que montre d'ailleurs une dernière étude démographique de l'INSEE, qui montre bien qu'on va avoir des millions de personnes âgées en plus, des millions d'enfants en moins, et que tout ça va aller complètement dans le mur. Et moi j'en veux aux responsables politiques de ne pas dire la vérité sur le sujet. Je leur en veux déjà de nous avoir entretenus dans ce système-là sans vouloir en sortir. Je leur en veux de manquer de courage pour le réformer radicalement. Et je leur en veux de vouloir exonérer certains de l'effort qu'il faut faire pour rééquilibrer le système. Moi, je ne veux plus que demain, on dise tout l'effort doit être porté sur les actifs. Voilà, à un moment, c'est plus entendable. Quand vous avez un taux de prélèvement obligatoire qui est record dans l'OCDE, quand vous avez un net qui est aussi faible par rapport au brut, quand vous avez autant de jeunes et d'actifs qui disent on n'arrive pas à vivre de notre travail, moi, je ne vais pas leur dire, alors c'est très simple, vous allez être obligé de rester dans la répartition, obligé de travailler jusqu'à 70 balais et obligé d'avoir des augmentations de cotisation pour la retraite des autres. Parce que j'ai pas le courage de vouloir faire peser uniformément sur la population les efforts pour l'avenir. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Et je sais qu'électoralement, certains ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de la réaction, notamment par exemple des seniors. Et je crois que c'est une erreur parce qu'elle fait peser sur les jeunes et sur les actifs tout le poids du rééquilibrage du système. Et alors que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus imposés et ont plus de cotisations que leurs aînés. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, la moyenne de cotisation pour les retraites des jeunes, c'est 30%. À l'époque, nos aînés, ils ont payé 15% de cotisation. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu une augmentation significative des cotisations. Donc si en plus de ça, il faut leur dire, vous allez travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, que vous serez bloqué dans la répartition et qu'on ne vous donne pas les marges de manœuvre suffisantes pour pouvoir capitaliser pour vous-même, franchement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des jeunes qui se disent, j'en ai marre et je me barre. Et c'est ça le risque qu'on a. C'est qu'au-delà même de la baisse du nombre de naissances, on est même un phénomène de certains jeunes qui disent, écoutez, c'est pas très compliqué, je parle anglais, je suis bien formé, je suis mobile, les frontières sont ouvertes. Objectivement, quel est le meilleur pays qui me permet de garantir que je vais vivre de façon prospère et que je vais pouvoir bien gagner ma vie, élever mes enfants, faire grandir ma famille, etc. Et il faut que la France reste un endroit très attractif, très compétitif pour justement garder nos jeunes et faire en sorte qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient envie de faire plein d'enfants et envie de se développer dans notre beau pays parce que c'est le plus beau pays du monde et que je ne me résous pas qu'aujourd'hui, le système social et les errements politiques qu'on vit détruisent cette attractivité, cette joie de vivre dans notre pays. Sur les retraites, il y a plein d'éléments. Le premier, c'est que justement, quand ça a été fait, la réforme, Mitterrand lui-même disait « Mes successeurs auront à régler le problème de la démographie, le problème de la pyramide des âges qui n'ira pas dans le sens de la réforme dans les années 2000 ». Ça fait donc 35 ans qu'on le sait. Ça fait 25 ans qu'on a dépassé le seuil où on ne peut pas faire semblant qu'on ne le voit pas. Et pourtant, ça continue. Et on est le seul pays au monde où les retraités gagnent plus que les actifs. Or, aucune économie, ou si ce n'est pas le travail qui paye le plus, ne peut fonctionner. Au-delà de juste on parle souvent de réformes paramétriques, de réforme des retraites, etc., du système de répartition. Mais au-delà de ça, ça a des effets sur le budget, certes, mais sur l'économie qui sont terribles, puisque c'est un effet d'évincement qui fait que quand vous êtes jeune, quand vous êtes actif
et que vous cotisez, c'est de l'argent que vous n'avez pas dans votre poche, c'est de l'argent qui ne va pas dans la consommation, c'est de l'argent qui ne va pas dans le secteur privé. Les entreprises, du coup, ont moins de clients, ont moins de moyens pour investir, ont moins de moyens pour embaucher, ont moins de moyens pour payer les salariés, mieux les payer, etc. Et c'est un effet boule de neige, on est en fait dans un cercle vicieux. Et à la limite, pendant très longtemps, on nous disait non, il n'y a pas de problème. Là, on sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a un problème très fort sur le budget depuis plusieurs années, notamment depuis 2 ans et demi maintenant. Et on a l'impression que les politiques, qu'est-ce qu'en pensent tes collègues de tous les partis? Est-ce qu'ils restent sur quelque chose d'assez cynique, de dire, au fond, on le sait, mais on ne va pas là-dessus parce que c'est pas très populaire, ou on fait comme si de rien, ou on entend beaucoup aussi, ah oui, mais il n'y a que les personnes âgées qui votent, donc il ne faut surtout pas dire des choses qui pourraient les froisser. C'est quoi? C'est un mélange de tout ça? Pourquoi ça bloque? Alors, pourquoi ça bloque? Déjà, on a essayé, là, dans les 9 dernières années, de réformer les retraites à plusieurs reprises. La première fois, ça a été avec Édouard Philippe qui avait porté le système à point, qui était initialement une bonne idée, je pense. Tout le monde comprenait qu'il faut que le point de l'ouvrier soit le même que le point du fonctionnaire, que ce soit le même que le point du cadre, mais qui a été compliqué à expliquer, parce que les gens ne comprenaient pas quelle était la valeur du point et avaient l'impression qu'ils allaient se faire entourlouper, d'autant plus qu'en même temps que cette réforme, il y avait une question paramétrique qui avait été posée, c'est-à-dire allonger la durée légale, l'âge légal de départ. Et donc cette réforme a été compliquée à mener, elle a mis 2 ans à accoucher, elle a été présentée en 2019. Ensuite, il y a eu la Covid qui est arrivée et qui a interrompu les travaux. Donc en gros, ça a été un premier échec de réforme des 2 quinquennats qu'on vient de vivre. Le deuxième échec, ça a été la deuxième réforme qui a été portée par Elisabeth Borne, qui a visé à augmenter là aussi la durée du travail avant de pouvoir bénéficier de sa retraite, et qui a été très largement combattue dans un contexte, y compris de majorité relative. Ouais, à l'époque, le groupe LR, qui normalement n'aurait pas dû faire défaut sur cette réforme, pour moitié a voulu faire défaut. Puisqu'il disait, nous, on n'a pas envie d'assumer cette réforme, on ne la fait pas. Et donc Elisabeth Borne, à l'époque, a fait un 49.3 qui a été très contesté et qui a mis beaucoup de gens en colère. Et puis ensuite arrive la dissolution avec une assemblée qui n'a ni queue ni tête et qui n'a pas vraiment d'axe idéologique majoritaire, et sur lesquels toutes les oppositions ont demandé à ce qu'on revienne en arrière sur la réforme et qu'on annule, enfin en tout cas qu'on suspende les effets de la réforme d'Elisabeth Borne. Et c'était pour toutes les oppositions une condition de maintien du pouvoir et de continuité de l'action publique. Et ils ont dit, voilà, si vous voulez que ça avance, vous êtes obligé de mettre en pause cette réforme qui a été faite. Donc en fait, tous les politiques ont manqué de courage, et pardon, mais beaucoup l'opposition, qui ne nous a pas laissé réformer pendant les 10 ans ce système de retraite, et qui a toujours essayé de mettre des bâtons dans les roues pour que jamais ça n'arrive. Et qui d'ailleurs aujourd'hui continue d'être complètement démago, puisque quand vous les interrogez en disant comment vous allez financer les retraites, je sais pas, un jour il y en a un qui vous dit c'est 60 ans, le lendemain il vous dit 62 ans, y compris au RN. Vous interrogez le RN aujourd'hui, mais j'ai toujours pas capté quelle était la réforme des retraites qu'ils voulaient faire. Est-ce que on reste dans la répartition, ou est-ce qu'on bouge sur la capitalisation, oui ou non? Est-ce que la capitalisation est facultative obligatoire, oui ou non? Est-ce que sur la répartition, on allonge ou pas la durée du travail, ou est-ce qu'on reste aux règles actuelles? Tout ça n'est pas clair, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont opposés. C'est facile de s'opposer, en fait. C'est facile de gueuler, en fait, Mickaël. Moi, je sais gueuler aussi. On sait tous gueuler, expliquer c'est pas bien, c'est moche, c'est pas bien avec ça. Non, mais c'est super d'être dans l'opposition. Enfin, franchement, d'un point de vue politique, c'est la position la plus facile. Vous n'êtes responsable de rien. Vous pouvez dire non à tout. Et vous pouvez expliquer que si c'était vous, ça serait beaucoup mieux. Franchement, il n'y a pas plus confortable comme position. Bon, et donc il se trouve que les oppositions sur la retraite, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont expliqué qu'il ne fallait pas faire ces réformes, que c'était pas la bonne chose à faire, et que s'ils étaient au pouvoir, ils feraient mieux. Comment? On ne sait pas. Mais là, comme on rentre dans la campagne présidentielle et que tout le monde doit mettre carte sur table en disant qu'est-ce que vous allez faire sur les retraites, c'est là où on se dit, c'est quoi leur réforme? Le sujet, c'est plus Macron. Enfin, je veux dire, le sujet, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en termes de réforme des retraites. Et là, plus personne n'y comprend rien. Quand vous interrogez les uns et les autres, vous ne comprenez absolument pas ce qu'ils veulent faire pour l'avenir, ce qui est assez inquiétant. Donc voilà. Et puis après, sur l'équilibrage du système actuel, moi, je vais te dire, Mickaël, j'ai fait partie d'un gouvernement, celui de Michel Barnier, qui avait décidé de désindexer les retraites. Il se trouve que ce gouvernement s'est fait censurer par Marine Le Pen, justement parce qu'on désindexait les retraites. Je suis tombé et j'ai été démissionnaire parce que je faisais partie d'un gouvernement qui avait décidé de désindexer les retraites. Alors quand je vois aujourd'hui tous les pitres qui nous donnent des leçons d'équilibrage budgétaire et qui nous expliquent qu'on pourrait faire mieux, etc., je me dis, il n'y a pas de souci, les amis. Moi, à l'époque, j'étais dans un gouvernement qui proposait la désindexation des retraites.
Et Marine Le Pen, début décembre, dit c'est très simple, si M. Barnier veut continuer à être Premier ministre, il faut qu'il réindexe les retraites sur l'inflation. Et s'il ne le fait pas, je le censurerai. C'est ça le motif de censure du PLFSS et donc de Michel Barnier, début décembre 2024. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Donc moi, je veux bien recevoir des leçons des uns et des autres, mais j'ai fait partie d'un gouvernement qui avait ce courage, pour le dire poliment, de désindexer les retraites. Deuxième élément, l'année dernière, le gouvernement a proposé dans son projet de loi initial une désindexation des retraites, la suppression de 10% d'abattement pour frais professionnels, enfin en tout cas les 10% d'abattement des retraités. Moi j'ai essayé même d'aller plus loin en allant jusqu'à dérembourser certaines prestations, par exemple les cures thermales. Et donc j'avais plein de propositions qui mettaient à contribution certains retraités dans une logique d'équité générationnelle. Et de dire ça ne peut pas être systématiquement les jeunes et les actifs qui portent le chapeau. Il faut que les retraités, quand ils le peuvent, quand ils sont aisés, quand ils ont du patrimoine, etc., puissent contribuer à cet effort, parce qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ne voudraient pas que tout repose sur leurs enfants et petits-enfants. C'est-à-dire que c'était à chaque fois une logique où on ne baisse pas ce qu'ils ont, mais on stoppe de leur donner bien plus. Bien sûr, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs une déflation, c'est-à-dire qu'à un moment, on dit on ne baisse pas les retraites. Vous savez, il y a des pays qui ont décidé de baisser les retraites, hein, et pas qu'un peu, ça a été des 20%, 30%, 40%. Moi, j'ai pas envie qu'on arrive à cette extrémité-là. Ma crainte, c'est que si on ne change rien, dans quelques années, ça ne sera pas juste une désindexation dont on parle. C'est que ça sera une coupe sèche et violente. Donc si on veut éviter la catastrophe, il faut probablement déflater les retraites, éventuellement revaloriser les petites retraites, ou en tout cas un montant peut-être forfaitaire pour tous les retraités minimum d'augmentation, mais certainement pas une revalorisation généralisée de toutes les retraites. Ça a été fait pendant la période inflationniste en 2022-2023. Les 3/4 de la somme de revalorisation, enfin du montant de la revalorisation est parti dans les comptes d'épargne des retraités. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est en train, on a à l'époque distribué de l'argent aux retraités à partir des prélèvements sur les actifs. Et cet argent, il est parti sur les jeunes. Et donc c'est de l'argent en moins pour les jeunes, c'est de l'argent en plus pour les aînés. Et cet argent-là, il a été aux 3/4 mis sur des comptes d'épargne des retraités. Comment vous voulez expliquer à un jeune que ces cotisations, elles servent à financer les comptes d'épargne des seniors? Moi, je ne sais pas expliquer ça à des jeunes et à des travailleurs chez nous. Donc c'est là où il faut avoir du courage. Le problème qu'on a, tu me disais, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas bouger sur le sujet? Parce qu'ils sont tous électoralistes. Donc ceux qui sont aujourd'hui élus par des retraités pensent que les retraités vont les en vouloir de les mettre à contribution d'une manière ou d'une autre sur la question de l'équilibre financier. Et donc ils ne veulent pas prendre aucun risque. Ils ne veulent pas toucher aux cures thermales, ils ne veulent pas toucher à l'indexation des retraites, ils ne veulent pas toucher à l'abattement forfaitaire des 10%, ils veulent toucher à rien. Ce qui disent en gros, moi je ne sais pas expliquer à mes personnes âgées qui votent pour moi que certains d'entre eux vont devoir faire des efforts et qu'en tout cas, on ne va pas pouvoir continuer comme avant. Et donc, si vous faites ça, ça va vous faire peser tout sur les actifs. Bon. Et de l'autre côté, côté opposition, ils se disent les retraités votent pas encore pour moi, je ne suis pas encore majoritaire sur ce segment électoral, et donc pour les draguer, je vais surenchérir. Et je vais dire, vous savez quoi, le vilain Michel Barnier qui voulait désindexer les retraites, je vais le censurer parce qu'il ne vous a pas indexé. Et le vilain gouvernement qui n'a pas voulu vous indexer les retraites, je vais le censurer parce qu'il n'a pas voulu les augmenter. Et ils font en fait de la drague électorale. Donc vous avez LFI et RN, mais qui font exactement la même chose sur ce sujet-là, qui draguent leur électorat senior en expliquant qu'eux, ils vont continuer, eux, à indexer les retraites, à les revaloriser, etc. Voilà. Donc, pour te répondre, moi, encore une fois, j'ai toujours porté des mesures d'économie, j'ai toujours été cohérent sur le sujet, j'ai fait partie d'un gouvernement qui est tombé sur le champ de bataille à cause de la désindexation des retraites, et j'ai fait partie des députés qui ont soutenu la désindexation au dernier budget. Donc, je suis hyper constant. Et je ne fais que constater le fait qu'il y a un manque de courage généralisé, il y a un électoralisme qui est dégueulasse, et qui fait que, pour certains, ça ne leur pose pas de problème de viser un modèle gérontocratique où, en gros, seule la peur du retraité ou la volonté de draguer les retraités guide leur action politique. Et moi, je suis désolé, on n'est pas élu juste pour représenter un segment d'âge. On représente tous les Français, tous, jeunes comme vieux, actifs comme inactifs, seniors comme pas seniors. Et donc, je pense que le jour où on commence à oublier ça, on amplifie la fracture générationnelle. Et on se retrouve dans un système où les jeunes et les actifs commencent à en avoir marre de payer pour les autres, et où les retraités en ont aussi marre d'ailleurs de se voir reprocher un système dont ils ne sont pas à l'origine, parce que ce n'est pas les retraités qui ont demandé ce système-là. Les pauvres, eux aussi, je veux dire, on leur donne ce système, c'est pas eux qui l'ont forcément choisi, et beaucoup d'entre eux sont capables de faire des efforts et de ne pas vouloir que ce soit les jeunes qui portent le chapeau. Donc moi, je mise sur l'intelligence en réalité des seniors quand j'ai mon discours, parce que je suis convaincu qu'ils sont responsables, convaincu qu'ils ne veulent pas faire payer aux jeunes générations le poids des retraites futures. Et donc moi, je mise sur l'intelligence collective. Voilà, je ne les prends pas pour des vaches électorales.
Et je refuse de faire du racolage vulgaire vis-à-vis de certains segments électoraux, parce que tout ça amplifie la fracture générationnelle. Et ça, moi, je m'y refuse. Et on voit d'ailleurs dans un récent sondage qu'on a publié, IFOP, les actifs anonymes pour la nuit de la liberté, qu'en fait, contrairement aux idées reçues, les retraités sont plus inquiets de la situation de la dette que les jeunes ne le sont pour eux-mêmes. C'est parce qu'en fait, ils ont conscience de ce qui se passe. Eux savent que lorsqu'il y a eu les 30 Glorieuses, ils pouvaient se loger, s'acheter une voiture, faire des courses, voyager assez facilement. Et que depuis, les prix, notamment sur l'immobilier, le coût de la vie pour tous les actifs, a sévèrement augmenté. D'un côté, ils sont plus prélevés. De l'autre côté, les prix ont beaucoup augmenté. Eux se sont enrichis pour ceux qui ont été propriétaires et qui ont pu même investir dans quelque chose. Et pour le reste, on est dans une situation où c'est de plus en plus dur de vivre de son travail. Et donc ça, c'est une priorité absolue. Mais c'est tout à fait vrai. Mais du coup, encore une fois, moi je mise sur cette intelligence-là. J'oublie pas non plus d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, en 2017, a été élu avec une mesure à l'époque très impopulaire chez certains seniors, qui était la hausse de la CSG. Et je me rappelle, pendant la campagne, en avoir pris plein la tête de certains en disant « Vous voulez augmenter la CSG, c'est scandaleux, c'est les vieux qui vont payer la CSG ». Et si à l'époque c'était proposé, c'était pour permettre aux actifs, justement, d'avoir un allègement de cotisation et gagner un peu mieux leur vie. Donc preuve en est qu'on est capable de faire une campagne électorale et de la gagner quand on a un langage de vérité, y compris si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est des mesures courageuses qui n'ont pas empêché, en tout cas Emmanuel Macron, d'être élu à l'époque. Et donc ça doit être vu comme un signal d'encouragement aux uns aux autres, de dire arrêtez de faire de la démagogie, arrêtez de draguer à tort et à travers des segments électoraux, arrêtez d'avoir peur de vous-même et proposez ce qui vous semble juste pour le pays et utile pour notre économie. Si vous faites ça, ça a toutes les chances de fonctionner parce que les gens reconnaîtront votre sincérité, ils reconnaîtront que vous ne les prenez pas pour des idiots et que vous leur parlez en vérité de ce qui vous semble être la meilleure façon, la plus juste d'équilibrer le système et d'être tourné vers l'avenir. Mais encore une fois, ce syndrome-là, il est présent au national, mais on n'en a pas parlé, mais il y a le local aussi. Moi, Mickaël, j'ai été hyper surpris de voir certaines collectivités rendre gratuits les transports pour les plus de 65 ans. Quand vous voyez à Aix-Marseille, ça a été fait l'année dernière, ça a coûté 90 millions d'euros. Il se trouve que cette année, Aix-Marseille est tellement dans le rouge qu'ils ont été mis sous tutelle. Et donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire le lien. En année 1, tu décides de rendre les transports gratos pour les plus de 65 ans. Pourquoi ? On ne sait pas. Tous, d'ailleurs, qu'ils soient riches, pas riches, pauvres, etc. Bon, tous les plus de 65 ans gratuits. Qui payent ? Ce sont les jeunes et les actifs. Ce sont les entreprises. C'est eux qui payent. Il n'y a rien qui est gratuit. Voilà. Et même chose à Nice, on a la nouvelle collectivité à Nice qui a décidé, là aussi, de rendre le transport gratuit à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans. Voilà, donc en fait, je constate que la drague électorale et la démagogie, elle existe à tous les niveaux, au niveau étatique, mais aussi au niveau local. Et les mêmes d'ailleurs qui font ça, ensuite vont taper sur l'État ou appeler au secours maman État en disant, regardez, on a créé un trou, on est en déficit, il faut venir combler le déficit et nous aider parce qu'on n'a plus les moyens. Voilà, où l'État ne joue pas son rôle, l'État ne nous aide pas assez, l'État il a disparu, etc. En fait, c'est pas que l'État a disparu. Tu as décidé de filer les transports gratos à tous les plus de 65 ans. Viens pas t'étonner qu'à la fin, il n'y a plus d'argent dans les comptes. C'est une mesure électoraliste. Et là où c'est d'ailleurs très pervers, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui disent « Mais nous, on n'a jamais demandé ça, en fait. » Vous discutez avec certains... Moi, j'ai mon grand-père qui habite à Marseille. Moi, mon grand-père, il m'a dit « Mais moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on me rende mes transports gratuits, en fait. » C'est le politique qui a décidé de le faire. Donc, vous voyez que la décision des politiques... elle est parfois pas du tout demandée d'ailleurs par les personnes âgées qui disent moi j'ai les moyens de me payer mon ticket de métro. Mais du coup, ce qui est terrible, c'est que du coup, ça crée un ressentiment dans la population, ça crée une fracture générationnelle et ça crée des tensions dans la société qui pourraient être évitées si les hommes politiques faisaient un peu moins de démagogie et un peu moins d'électoralisme primaire sur le dos des retraités. Comme tu disais tout à l'heure, c'est plus confortable. D'ailleurs, il y avait François Bayrou, la phrase, c'était le confort des boomers. Pour les politiques, de dresser dans le sens du poil ceux qui sont plus majoritaires et surtout de surfer sur les idées acceptées par les médias, même si depuis quelques années, notamment le schéma de Ponzi, tout le monde a compris qu'en fait c'était vrai, là où avant c'était très marginal dans le discours. Mais pour citer quelques partis politiques, on pourrait même l'étendre à beaucoup. Et en réalité, il n'y a pas un seul parti politique aujourd'hui qui propose une véritable réforme des retraites avec capitalisation, avec la fin du schéma de Ponzi. C'est en train de s'améliorer. Ça progresse. Ça progresse. Je trouve qu'il y a un momentum positif sur la capitalisation. Avant, c'était un tabou, Mickaël. On se serait vu il y a 5 ans. Je t'aurais parlé de la capitalisation. Pas.
tout le monde sur les réseaux sociaux aurait critiqué, aurait dit c'est scandaleux, etc. Donc, je veux dire, il y a un momentum, ça progresse. Pourquoi ? Parce que les gens ouvrent des PER, ils commencent à investir, ils voient bien que ça va dans le mur, il y a les chiffres de la démographie qui sortent, il y a le conseil d'orientation des retraites qui commence à dire la vérité sur la démographie, il y a tout ça qui se passe, il y a de l'éducation financière, il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui se forment, il y a l'intelligence artificielle qui permet aux uns et aux autres de vérifier la réalité démographique. Donc, je trouve que c'est hyper simple parce que du coup, on a des citoyens qui sont de plus en plus éclairés sur le système. Et du coup, un débat politique, qui lui aussi est de plus en plus éclairé. Donc, il y a un momentum pour la capitalisation. Donc, moi, je m'en réjouis. Et donc, il y a de plus en plus de partis qui décident de se saisir du sujet. Alors, parfois, de façon anecdotique, en disant oui, un petit peu de capitalisation, ça ferait du bien. Et d'autres, comme le mien, comme le Parti de la Liberté, c'est de le remettre au cœur du futur système cible. Et de se dire qu'en fait, ce n'est pas une dose de capitalisation qu'il faudrait. C'est en réalité une dose de répartition. Et le reste, tout le reste, de la capite, c'est-à-dire vous auriez un minimum de répartition, de solidarité nationale pour tout le monde, et ensuite tout le reste, c'est le fruit de votre propre choix de capitalisation pour votre retraite. Justement, cette cause à travers les retraites, parce que le sujet des retraites, c'est pas un sujet juste des retraites, c'est un sujet sur l'économie globale. C'est un quart des dépenses publiques. La jeunesse, c'est un sujet sur notre économie. Est-ce qu'on s'appauvrit, on continue à s'appauvrir, ou est-ce qu'on redevient prospère ? Est-ce qu'on défend les actifs ? Est-ce qu'on laisse les actifs vivre de leur travail ? Est-ce qu'on continue à sacrifier la jeunesse ? Parce qu'il y a aussi le prélèvement des actifs, mais il y a aussi un grand endettement qui ne va pas concerner les retraités, parce que c'est pas eux qui devront rembourser, mais ce sont les jeunes générations qui n'ont rien demandé. Et c'est vrai que sur tous ces sujets-là, il n'y a pas de parti aujourd'hui qui défend le déficit zéro, il n'y a pas de parti qui est sur des réformes radicales. Moi, je le défends, mais désolé. Hein. Justement, j'allais y venir. Moi, la première proposition qu'on a faite, c'était la règle d'or sociale dans la Constitution. Quand on est sorti, on m'a dit, c'est quoi la première mesure que vous prendriez ? J'ai dit, moi, ma priorité, c'est changement de système des retraites, passage à un système par capitalisation, équilibrage du système actuel en déflatant, comme je l'ai expliqué, les retraites, c'est-à-dire qu'en ne revalorisant que les 1000 premiers euros de tous les retraités, et inscription dans la Constitution d'une règle d'or sociale qui fait qu'on ne peut pas avoir un déficit social dans notre pays qui est reporté sur les prochaines générations. Et on doit forcer le législateur chaque année à voter des PLFSS et des PLF qui ne fait pas reporter sur les futurs citoyens le poids d'un système social qui n'ont pas à supporter. En tout cas, le déficit ne doit pas être reporté d'une génération sur l'autre. Donc ça, moi, je le porte très très clairement et j'espère qu'on sera nombreux à le porter. J'espère qu'on arrivera à convaincre largement plusieurs candidats à porter cette proposition-là. Et j'espère que demain, il y aura une Assemblée nationale qui aura le courage de l'inscrire et de le voter. Mais il faut bien sûr qu'on bouge. Il faut qu'on ait des députés les plus libéraux possibles qui défendent la liberté à tous les étages et qui le fassent avec vigueur, quels que soient les scénarios de la présidentielle, et qui soient en mesure à l'Assemblée nationale, soit au sein d'une coalition, de libéraliser, de pousser des éléments de liberté, de réforme dans le projet, soit au sein d'une opposition, pour s'opposer vigoureusement à un pouvoir antilibéral qui, et je ne le souhaite absolument pas, mais qui malheureusement prendrait dans ce cas-là le pouvoir. Ce qui est fou, c'est qu'on voit depuis, on peut même remonter à 2008, un vrai grand dérapage des finances publiques. Il y avait même, je me rappelle, The Economist en 2012 qui avait dit, alors que la France souffre d'un excès de dépenses publiques, elle est sur le point de voter et de faire élire un candidat socialiste qui propose de les grossir davantage, de les alourdir. Et qu'en fait, on se dit, normalement, dans la démocratie, si ça déconne un peu, c'est l'opposition qui prône l'inverse qui va se faire élire. Mais en fait, on n'a pas de parti libéral. Et donc, c'est aussi pour ça que tu l'as créé. Je l'ai créé aussi pour ça, pour défendre de façon très claire, très sincère, la liberté. Et donc, le colère de la liberté, c'est quoi ? C'est de se dire, je veux que vous gagniez librement votre vie et votre travail, de votre travail. En fait, je veux que vous soyez le plus prospère possible, le plus riche possible, grâce à vos efforts, grâce à votre labeur, grâce à la sueur de votre front. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut que je vous diminue les prélèvements obligatoires. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le pays qui prélève le plus de l'OCDE. Et on est le pays qui a une dépense publique qui représente 57% de notre PIB. Pour te donner une comparaison, parce que souvent je dis que la France est communiste, en réalité, je n'exagère pas. En France, la dépense publique, c'est 57% de notre production. À Cuba, c'est 50%. Donc quand tu fais le ratio, tu te rends compte qu'en réalité, rapporté à la production des Français chaque année, notre dépense publique est supérieure à celle de Cuba. Je trouve ça toujours intéressant de le dire. Et preuve en est que c'est toujours pas satisfaisant parce que malgré toute cette dépense publique, on a plein de Français qui disent ça marche pas, c'est pas satisfaisant, c'est injuste, voilà. Et donc en fait, preuve en est que c'est pas une question de
de montant de dépenses, c'est qu'il y a probablement des services publics sur lesquels ça dysfonctionne. Il y a probablement des domaines d'action publique qui ne relèvent pas de l'État et qui devraient être purement et simplement supprimés, et sur lesquels on devrait se dire, ça ne relève pas de l'État et c'est l'individu qui doit prendre le relais sur ces dépenses publiques-là. Et donc, ce n'est pas à l'État de s'en mêler. Et donc, plutôt que prélever et taxer les gens pour qu'ensuite l'État puisse dépenser, il faudrait restituer aux gens de l'argent et leur permettre librement de choisir dans quoi ils veulent le dépenser. Et donc, c'est aussi cette philosophie-là qu'on essaye d'insuffler à travers le Parti de la Liberté. Et il y a quelque chose qui, je pense aussi, manque beaucoup. Et c'est pour ça que c'est très bien que tu puisses le porter avec d'autres, parce que je crois qu'il y a d'ailleurs des députés qui t'ont rejoint. Je pense notamment à Charles Rodwell. Oui, tout à fait. Et Stéphane Vegeta. Tout à fait. C'est un ancien député. Qui est un ancien député, oui, tout à fait. Et qui t'a rejoint. Mais c'est que c'est pas qu'une question individuelle, c'est-à-dire que c'est une question de faire grossir le secteur privé parce qu'on laisse plus dans la poche du consommateur, de celui qui travaille, et donc ça grossit le gâteau général. Et il n'y a que comme ça qu'on peut recréer des richesses. Je suis convaincu. Et d'ailleurs, on a un exemple en Argentine qui l'a montré, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé avec la tronçonneuse et puis qui a fait un déficit zéro. Alors certes, il y a eu un petit moment d'ajustement, mais après 8 mois, ça a repris, ça a recréé de la prospérité. Et là, l'année dernière, ils étaient à 4-5% de croissance, donc c'est à peu près 50 fois notre croissance. Là, ils sont à 2% et quelques. Nous, on est à moins 1%. Donc en fait, ça marche. Et toi, quand tu as été justement ministre, où tu as essayé de faire bouger les lignes, de baisser les dépenses publiques, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Alors, moi, systématiquement, quand j'étais en poste ministériel, je ne suis pas allé pleurer à Bercy pour demander du fric en plus. Je suis allé à Bercy pour dire je veux vous en restituer. Mais pas pour que vous le mettiez dans les poches, mais pour que vous restituiez aux Français et qu'il y ait moins de dépenses publiques. Donc au logement, je ne suis pas allé créer de nouveaux dispositifs visant à donner des aides, des chèques, etc. ou à aider le logement social dans notre pays. J'y suis allé avec une profonde réforme du logement social, de la loi SRU. On était sur le point de l'adopter, mais malheureusement on a été dissous, donc je n'ai pas pu aller au bout de cette réforme. Mais je n'ai pas demandé un dispositif et un chèque supplémentaire quand j'étais au ministère du Logement. Et ensuite, à la fonction publique, parmi les sujets de baisse de dépenses, écoutez, moi j'ai proposé 3 jours de carence sur les arrêts maladie des fonctionnaires, parce qu'il y avait une dérive de l'absentéisme dans la fonction publique, notamment sur la fonction publique territoriale. Et j'ai proposé aussi la baisse de 10% des remboursements des arrêts maladie, parce qu'on avait une dérive, là encore, des arrêts maladie dans la fonction publique. J'ai proposé le gel de l'indice de la fonction publique, du point d'indice. J'ai proposé aussi une suppression d'une prime qui était très injuste et qui était versée à certains et pas à d'autres. Et j'ai proposé la baisse de 25% du budget de mon propre ministère. Donc à l'époque, Laurent Saint-Martin était au budget. Il me disait, tu es un des rares à venir me voir, non pas pour me demander une rallonge, mais pour me dire, voilà toutes les mesures que je veux économiser. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui les ai annoncées, parce que c'est facile de se défausser sur les autres. Moi, j'ai toujours assumé mes économies budgétaires. Bon, comme tout ça a été un peu violent, quand Bayrou est arrivé et qu'il voulait dealer avec la gauche et avec les syndicats, forcément, ça rentrait plus dans le dispositif. Et donc, je suis retourné à l'Assemblée nationale parce que j'avais été trop libéral, trop réformateur, trop abrasif avec les syndicats. Et qu'effectivement, j'avais aussi regardé ce qui se faisait en Argentine, mais aussi ce qui se faisait aux États-Unis avec le Doge. Et qu'à l'époque, ça avait un peu contrarié certains syndicats et certains gauchistes. Mais c'est pas grave, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe bien sûr à l'étranger. Il faut regarder les pays qui arrivent à baisser leurs dépenses publiques. Faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas non plus à l'étranger. Le Doge n'a pas été au bout des résultats qu'il avait initialement envisagés. C'est intéressant de comprendre pourquoi. Voilà. Après, tu me dis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est la volonté politique. Quand tu veux faire des économies, quand tu veux baisser la dépense publique, tu peux le faire. Et il y a même des collectivités dans notre pays qui arrivent à le montrer. Christelle Morancé a montré que dans sa région, elle arrivait à baisser la dépense publique. Donc quand il y a une volonté politique, il y a un chemin. Quand il y a des gens qui ont du courage, on peut le faire. Et qu'est-ce qui ne marche pas? C'est le manque de courage, à l'inverse. C'est quand on cède au corporatisme, aux écosystèmes, aux syndicats, aux forces qui ne veulent rien changer. Et bien dans ces cas-là, c'est sûr qu'on peut continuer, en fait, et ça continuera indéfiniment. Moi, j'ai essayé de bouger les choses, je l'assume. Ça ne m'a pas fait que des amis, mais c'est pas grave. Moi, je peux me regarder dans la glace en me disant, t'as pas fait de grands discours sur la liberté et sur la baisse de la dépense publique, et en même temps, de l'autre côté, t'as pas fait des amendements et des demandes de dépenses supplémentaires que tu es allé demander à Bercy du matin au soir et du soir au matin. J'ai toujours été constant sur le sujet. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à l'avenir à porter ces idées-là, à porter ces amendements-là, à porter ces réformes-là. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera médiatique, plus on sera dans l'explication auprès des uns et des autres, plus il y aura ce momentum politique qui fait qu'on est prêt, et les Français sont prêts,
à baisser la dépense publique et reprendre leur liberté pour vivre de façon prospère grâce à leur travail. Et à l'inverse, si on ne fait pas ce travail-là, je crains qu'on se fasse rattraper par la patrouille avec une dette qui sera de plus en plus difficile à rembourser, des taux d'intérêt qui seront très difficiles à supporter et des prêteurs financiers qui diront à un moment ou à un autre, écoutez les amis, vous êtes bien gentils, mais là vu que vous ne voulez pas réformer, on va vous imposer les réformes et vous allez les subir. Et c'est toujours moins sympa et moins agréable de subir des réformes plutôt que de soi-même décider de les faire pour l'avenir de notre jeunesse. Et justement, depuis que tu as monté ce Parti Les Libertés, et puis tu avais montré aussi un certain nombre d'engagements très très forts sur le libéralisme, sur la baisse des dépenses, sur la baisse des impôts, quel est le retour que tu as je pense notamment des entrepreneurs et des actifs divers et variés sur tes propositions. Là, on approche d'une présidentielle où on sait que si on n'en parle pas, il n'y aura rien qui se passe. Donc, quel est le retour et quel est aussi ce qu'on peut te souhaiter et ce que tu as envie de faire sur les prochains mois? Alors, le retour est très enthousiasmant. On a eu plusieurs centaines d'adhérents, on a dépassé les 400 adhérents, on a des entrepreneurs, on a des salariés, on a des cadres, on a des employés, on a des jeunes, beaucoup de jeunes, on a aussi des moins jeunes qui sont très éclairés aussi sur la situation de notre système de retraite. Donc je trouve très intéressant d'avoir cette diversité. On a des Parisiens, mais on a aussi beaucoup de Lyonnais, de Bretons, de Réliens, enfin donc on a une vraie diversité territoriale. Donc ça commence à prendre. En plus, j'ai dès le départ, j'ai expliqué que je n'étais pas candidat moi-même à l'élection présidentielle, mais que ma vocation était de porter des idées et d'essayer d'infuser ces idées-là auprès des principaux candidats qui peuvent potentiellement gagner cette présidentielle et de les convaincre de libéraliser leur programme et d'adopter des réformes ambitieuses. Donc moi, c'est ça l'objectif que j'ai dans les prochains mois. Et puis ensuite, fédérer de bonnes volontés qui défendent la liberté pour qu'on soit le plus nombreux possible à l'Assemblée pour défendre, encore une fois, ces réformes. Donc ce qu'il faut me souhaiter, ce qu'il faut souhaiter surtout pas à moi, parce que mon sujet c'est pas moi, enfin j'ai pas créé une écurie perso, ça s'appelle le Parti de la Liberté, ça défend pas Casbarian, ça défend la liberté. Et donc ce qu'il faut nous souhaiter, c'est de réussir à convaincre un maximum de Français de rejoindre ce grand mouvement libéral, d'insuffler ce sursaut libéral pour le bien des Français et de réussir à convaincre une grand nombre de formations politiques de reprendre ces idées et ces propositions qu'on va mettre dans l'atmosphère dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et puis surtout, ce qu'il faut souhaiter aux Français, c'est de choisir ensuite une Assemblée nationale où il y aura le plus de députés qui défendent la liberté. Et à l'inverse, de combattre très vigoureusement les formations politiques qui sont antilibérales, illibérales, étatistes et collectivistes et qui, elles, feront tout pour que ça n'arrive jamais et pour que rien ne change dans notre pays. Et donc il faut bien savoir qui sont nos potentiels alliés, les alliés de la liberté, et à l'inverse, quels sont les vrais ennemis de la liberté qu'il faut absolument combattre. Et il faut probablement d'ailleurs se grouper, s'unir et réussir à dialoguer tous ensemble pour éviter une catastrophe, c'est-à-dire la victoire des antilibéraux et des collectivistes de tous bords, qui, s'ils étaient au pouvoir, nous entraîneraient dans encore plus de récession, encore plus de défiance et encore plus de difficultés financières, et à la fin, moins de liberté pour les Français et moins de prospérité. Et donc, comme moi je crois dans notre pays, je le redis, c'est le plus beau pays du monde. On a des ressources incroyables, on a des vrais talents, on a des gens qui innovent, on a de vraies forces, on a des infrastructures, on a une puissance militaire, on a une puissance diplomatique, enfin, on a plein de choses qui sont de vrais atouts, on a une énergie décarbonée, on a du nucléaire, bref, enfin, je veux dire, on a plein de choses qui vont objectivement, qui sont une immense fierté pour tous les Français. Maintenant, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire qu'il faut que ça le reste, et que de plus en plus de jeunes soient hyper fiers de ce pays-là, et envie de vivre heureux en France. Et donc c'est ce qu'on va essayer de porter dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parce que encore une fois, c'est pas juste la prochaine échéance. On essaie de faire avancer la liberté, pas juste pour 2027, mais pour 2028, 2029 et toutes les années qui suivront, mais faire en sorte que la liberté avance dans notre pays. La liberté avance, c'était un nom de parti qui a pas mal marché. Oui, tout à fait. C'est un beau slogan. On n'a pas choisi ce slogan, c'est le Parti de la liberté. On défend un sursaut libéral. Et on défend la liberté à tous les étages, voilà. Mais effectivement, l'objectif, c'est de faire avancer la liberté, qui, je le redis, est la plus belle des valeurs. Et c'est pas pour rien que les pères fondateurs de la République l'ont mise en premier dans notre devise. Et je pense pas que ça soit un hasard. Donc si je traduis bien, il y a un peu aussi un appel dans ce que tu dis à toutes celles et ceux qui voudraient s'engager pour améliorer la situation économique par des solutions libérales, de rejoindre le Parti des libertés et potentiellement d'être candidat
aux législatives? Je les d'ici engage quelques mois. à rejoindre le mouvement et à défendre la liberté, et pourront le faire bien évidemment dans le Parti de la Liberté. S'ils ne sont pas encore motivés pour rejoindre le Parti de la Liberté et qu'ils ont d'autres chapelles politiques, il n'y a pas de souci, mais qui défendent la liberté au sein de leur chapelle politique, parce qu'il y a parfois souvent des forces contraires au sein des autres partis politiques. Donc il faut qu'on défende la liberté dans le Parti de la Liberté, mais aussi dans toutes les formations politiques où potentiellement la liberté peut l'emporter. Et puis ensuite, il faut réussir à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre pour construire entre alliés de la liberté une proposition politique qui a des chances d'avoir des représentants, des élus qui la défendent dans toutes les instances. Et donc oui, il faut bien que ces idées-là, elles ne sont pas juste théoriques. On n'est pas en train de faire un think tank, on n'est pas en train de faire un débat de philosophes, on n'est pas juste en train de faire de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des idées, c'est ça le premier but d'un parti, mais on a aussi la vocation de pouvoir appliquer nos idées et mettre en œuvre nos idées, et à travers la démocratie représentative, c'est-à-dire les élus qui ensuite sont en charge de mener ces politiques-là, ou en tout cas de défendre ces propositions-là dans le débat public. Et donc on est bien sur cette volonté-là, et j'espère qu'on sera nombreux à aller dans ce sens. Je vous souhaite et à bientôt pour la suite de l'aventure. Merci.